qu'on passe, on n'est que de passage. Vous voyez? Et donc on va laisser un signe de son passage. Ça veut dire que la trace est indissociable de la conscience de l'aspect éphémère du temps. On cherche une trace qui va durer pour s'opposer au passage du temps. Si vous visitez un monument, vous le visitez, puis 2 heures après, il n'y a pas de trace de votre passage, et c'est interdit de faire des graffitis, hein, soyons quand même. Mais vous voyez, la pulsion, c'est ça. Mais en même temps, dans beaucoup d'actes de notre vie, nous voulons laisser une trace. Ou quand nous n'allons pas bien, parce qu'il y a une rupture, de quelque ordre que soit cette rupture, c'est-à-dire une entreprise qu'on quitte, ou dont on est viré, un deuil, une rupture amoureuse, la vente d'une maison lors d'une succession, il y a un avant et un après. L'avant paraît sombrer, il paraît irrémédiable, on est dans un entre-deux. L'avant est toujours là dans la trace, et on ne sait pas ce que vont devenir les traces, on sait qu'elles vont périr, et à ce moment-là, on va essayer de combler le creux de la trace. C'est pourquoi beaucoup de récits autobiographiques, des récits de famille, des récits de vie, naissent par exemple après un deuil. On est dans, par exemple, je vous donne un exemple, dans la maison qu'on va vendre, on classe les papiers du défunt, il y a quelque chose de terrible que vous saisit parce que c'est fini et on ne veut pas que ce soit fini. Celui qui a disparu, qui était le gardien de notre enfance, que nous croyons immobile, n'est plus là. Et c'est insupportable. Donc on veut prolonger. Et on écrit. Et on écrit. Et donc cette maison écrire, eh bien, vous nous la décrivez. Et, oui. Et j'aimerais que vous lisiez cet extrait. Parce que cette maison écrire, dans cette maison écrire, il y a des salles, des chambres qui sont très positives, et puis il y en a une qui fait peur à tous ceux qui veulent écrire. Donc j'ai inventé une maison écrire pour tout le monde. À partir d'une photo, j'avais proposé un atelier d'écriture. Donc on l'explore, il y a la chambre des peurs, il y a la chambre journal intime, il y a la chambre de l'autobiographie, de la biographie, puis à la fin, il y a la fiction. Voilà, c'est ça le livre. Et on explore, et puis je raconte des expériences, ou bien des expériences d'écrivains, ou bien le livre est un saut et un gambade, et ou bien des étymologies, mais tout ça est très rigoureux, même si j'ai l'air d'une âme un peu gai et fantasque. La fantaisie se fait avec sérieux, le sérieux avec fantaisie. Alors, c'est pour vous situer le texte. Autant le dire tout de suite, sauf à vouloir produire des textes formatés par les dictats de la littérature industrielle, pas de séjour dans la maison écrire sans se trouver prisonnier, à un moment ou à un autre, de la chambre des peurs. L'une y échappe. La veille, tout allait bien, et le lendemain, on prend en horreur tout ce qu'on a écrit. Pire, on est incapable d'écrire une seule ligne, et si on s'en ouvre à son entourage, c'est pour se comparer à une terre aride. Je sèche, ou un malade atteint de l'imago. Je suis bloqué. Les écrivains, par pudeur ou souci d'entretenir le mythe d'une inspiration indéfiniment renouvelée, n'aiment pas évoquer ces épisodes. On en découvre des traces dans leur correspondance, mais elles sont éparses. Et un seul document, à ma connaissance, en rend compte par le menu, le journal d'écriture tenu par Annie Ernaux pendant les 25 années où elle projeta un roman qui lui semblait plus essentiel que n'importe quel autre. Elle commençait, l'abandonnait, se consacrait à de nouveaux textes, les publiait, mais il fallait toujours qu'elle revienne à ce roman sans cesse inabouti et remanié, à chaque fois plus mécontente d'elle-même, jusqu'à ce qu'elle parvienne à l'achever en 2007, où il parut sous le titre « Les années », avec le succès que l'on connaît. Elle n'oublia pas pour autant le journal où elle avait consigné ses découragements et ses sursauts d'espoir.
Elle le publia 4 ans plus tard. Un témoignage, dit-elle, sur l'écriture telle qu'elle se vit au jour le jour, dans la solitude. Et là, je pense que ça parle à tous ceux qui ont essayé d'écrire et qui sont trouvés dans cette chambre des peurs. Il y a tous, et pour tout vous dire, j'y suis en ce moment où je commence un roman. Je fais la maline là devant vous, mais en fait, je sais que déjà ça se prépare, mais demain matin, je ne vais pas emmener très 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 large. C'est dans le paquet cadeau. Mais il y a un mot que vous utilisez au début de cet extrait, c'est formaté. Formaté, oui. On est formaté depuis notre enfance. Oui, on reçoit des modèles, mais ça c'est normal. Si vous voulez, dans l'Antiquité, le grand modèle pour tous les écrivains, notamment il y a eu beaucoup de poètes à l'époque, les poètes épiques, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Vous voyez, il y a les tragiques grecs aussi pour les Romains, et ensuite jusqu'à Racine, Corneille, etc., même les gens de théâtre du XVIIIe siècle. Et puis les formats, après, ils correspondent plus à l'époque. Mais là, je parle des formats de la littérature industrielle, mais vous les connaissez. C'est, par exemple, actuellement, il y a une invasion du format des feel-good. Vous voyez ? Bon, alors, on peut s'amuser sur ChatGPT. Les feel-good, c'est-à-dire, on peut s'amuser sur ChatGPT à dire à ChatGPT, fais-moi un roman comme... bon, je ne veux pas être méchante avec les... C'est souvent des autrices, on va dire leur nom. Est-ce qu'elles sont là d'ailleurs au festival? Je ne pense pas. Pas de gens à la maison, j'ai pas l'impression. Bon, peu importe. Il en faut pour tous les goûts et c'est déjà pas mal de lire. Donc, bon. Maintenant, nous, on est un peu menacés dans les maisons d'édition, un peu cernés, etc. Donc, on est conduit à s'intéresser. Donc, moi, je me suis intéressée à musée il n'y a pas longtemps avec ma fille, à dire à ChatGPT, fais-moi... Donc, c'est l'intelligence artificielle. Fais-moi un roman comme une telle. Alors, voilà, ça se passe on avait donné à Manosque, d'ailleurs. C'est dans le milieu des postières. Et donc, tu fais comme telle autrice. Et donc, ça a donné ça. Alors, elles sont postières. Il y en a une qui cherche l'amour, l'autre qui vit en couple, et l'autre troisième copine qui est divorcée, et un peu, plein d'aventures, etc. Et bon, l'autre cherche l'amour, donc elles vont donner des conseils, on va sur Tinder, alors il y a des échecs, et puis c'est épouvantable, et puis à un moment du livre, qui est toujours à la même page, elle est au fond du désespoir, et puis entre postières, elles se soutiennent, parce qu'il y a quand même le boulot qui permet tous les problèmes des postières qui font que quand on a une poste, on a des problèmes de vie quotidienne, mais en même temps une grande sagesse de postière, bon, très bien. Et puis, à la fin, finalement, elle rencontre un homme qu'elle n'attendait pas, qui n'est pas très beau, qui n'est pas sublimissime au lit, non, mais par moments, il y a quand même des éclairs de sensualité, et elle se dit, finalement, c'est bon, parce que les vrais plaisirs, c'est comme le café qu'on prend le matin, des gorgées de bière, du café d'à côté. Alors ça va s'appeler le frappé de main, même si les crocodiles les bavent, enfin des trucs comme ça. Et c'est toujours la même chose. Et alors on a remis après, pour se marrer, on a fait la vie de ma fille, parce qu'elle vit à Santa Barbara, dans le milieu, elle crée des chaussures. Et alors on a mis toutes les données. Et alors, c'était censé être sa vie à Santa Barbara, donc dans le milieu de la mode, alors il y avait des défilés avec des chaussures. Il n'y a pas de défilé de mode à Santa Barbara, dans la chaussure, il n'y a rien, c'est une usine, quasiment, enfin, c'était créatif dans une pièce en tôle, quoi. Et alors, il y a un très bel homme qui arrive, et donc s'entichait évidemment ma fille. Mais j'ai l'impression que etc. ChatGPT a suivi un de vos ateliers d'écriture, parce qu'il laisse libre cours à son imagination, et c'est exactement ce que vous... Mais non, il connaît tout, il connaît tous les livres qu'il goûte qui sont numérisés. Oui. Alors, il remet tout dans la machine, etc. Et donc, le problème que j'ai eu dans les ateliers d'écriture, c'est qu'ils attendaient de moi d'être
waouh, un super chat GPT, et que je donne les trucs, les recettes, les ficelles et les astuces, parce que comme j'ai vendu par moment des livres, et que bon, ça va pour moi. Quelle est la recette? Eh bien oui. Alors, je commence à lire le livre en disant que c'est éternel. Julien Gracq, je l'ai lu, répondre à quelqu'un qui était venu faire le pèlerinage de sa maison, c'était très à la mode à un moment, Saint-Florent-de-Vieille, et on lui demandait quels étaient ses secrets d'écriture. Il avait répondu, vous savez, il faut beaucoup pardonner aux écrivains. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils font. Voyez. Alors, le secret, c'est que, d'abord, il n'y a pas de recette, sauf à faire de la littérature industrielle. Voilà. Mais que, sinon, quand même, si on ne fait pas de la littérature industrielle, on peut en faire, hein, c'est quand même beaucoup plus sacrément amusant, parce que, enfin, je prends ça au sens de Scott Fitzgerald, qui disait « Si la vie n'est pas la quête du Graal, elle est quand même un jeu sacrément amusant. » C'est-à-dire qu'une vie peut être écrit se mettre un roman. C'est-à-dire qu'on a peur, mais on a aussi des moments d'exaltation extraordinaires. Et quelle aventure, au sortir de laquelle on va se sentir plus sûr de soi pour s'avancer dans la vie. Pourquoi? Parce que l'écriture permet d'y mettre du sens. Et ça, camarade ChatGPT, elle n'est pas encore à la hauteur. Et si l'objectif finalement c'était pas le résultat mais le chemin. Et alors c'est vrai que c'est très singulier parce que vous commencez nous on se dit on va avoir les recettes justement. Évidemment. Les grandes recettes de Mémé Frein. Ouais. Comment bien écrire. Et dès le début vous nous dites bon il n'y a pas de recette. Et si vous trouvez que c'est dur d'écrire c'est que c'est dur. Mais il y a un chemin. Et alors vous avez aussi et évidemment, on a envie de le faire comme vous. Vous avez aussi un rituel chaque année, c'est de relire Alice au Pays des Merveilles. Oui, parce que c'est pour moi, avec les Mille et une nuits, l'Iliade et l'Odyssée, c'est quand même des grands sommets de la littérature mondiale, où il y a ces livres, ou La Recherche du temps perdu, où c'est un livre-monde. Et quand vous le relisez, à chaque fois, quand je le relis, je suis tombée dedans quand j'étais petite, à 7 ans, dans Alice. Et alors, il y a Alice au Pays des Merveilles, mais aussi la suite. De l'autre côté du miroir. Et vous avez des choses absolument fondamentales, comme dans tous les livres pour les enfants, sont des livres pour les grandes personnes. Vous voyez? Et sur la fiction. Pour tous ceux qui veulent écrire des romans ou des nouvelles. Oui, parce que vous parlez justement de ce miroir. Est-ce que vous voulez lire un extrait justement concernant Alice au Pays des Merveilles? Comme avec l'âge, je me sens de plus en plus libre, donc j'ai mis parfois des images. Il y a quelques images, il y a 10 images, mais c'est toujours beau, hein. C'est pas des images avec des petits livres pour faire, voilà, comme dans les livres de recettes. Non, mais des images très intéressantes. Qui viennent de l'audition, en l'occurrence, de gravures. De l'édition originale. Vous avez 2 gravures, et parmi les images dont vous parlez, juste une petite parenthèse, il y a aussi cette fameuse photo que vous adorerez découvrir, une photo qui est une source d'imaginaire, justement, où vous demandez à vos stagiaires d'atelier d'écriture d'imaginer cette maison à partir d'une photo, et on se rend compte qu'en effet, chacun a sa propre version, sa propre maison. Et qu'est-ce que vous voulez? C'était sur Alice notamment, et par rapport au miroir, oui. Mais je vous laisse libre de... Donc, Alice, je situe, elle s'embête, ce qui est très commun dans nos vies, sauf à passer notre vie sur Instagram et des séries Netflix, il y a des moments où elle s'embête. Donc elle s'embête, elle est avec son chat, et elle dialogue avec son chat, ce qui est tout à fait naturel et normal. J'espère que vous dialoguez avec vos chats si vous en avez. Sinon vous allez à mon chapitre, parce que c'est une librairie avec des chats. Voilà. Exactement. Alors, et donc, elle dit à la chatte Kitty, et si? Ah, c'est ça l'imaginaire, c'est quand vous commencez par et si. Et elle dit à la chatte Kitty, et si nous allions dans la maison du miroir, parce qu'il y a un miroir qui reflète le salon. Alors pour la chatte, elle se dit, bon, c'est Alice, encore un truc de Alice. Bon, puis, les chats, ça ne parle pas quand même toujours dans l'univers
de Alice au pays des merveilles. Bon, il y a celui de Cheshire qui parle et dit des choses extrêmement sensées du reste, mais nous devrions prendre de la graine. Mais là, elle ne vaut pas, et Alice continue, évidemment, bon, vous avez fait son... alors, elle ne vaut pas, et Alice dit, faisons semblant d'avoir trouvé un moyen d'entrer dans la maison du miroir, a donc décrété Alice avec son aplomb habituel. Faisons semblant d'avoir rendu le verre de la glace aussi souple et fin que de la mousseline. Ensuite, on le traverse et Alice est manifestement aussi douée qu'un conteur rompu au voyage narratif. Sa formule fonctionne tout de suite. Ça alors, le verre est devenu aussi souple et fin qu'une mousseline. Le traverser, un jeu d'enfant. Jeu d'enfant peut-être, mais sur la première gravure de la pendule, on l'a vu pousser le miroir avec une détermination impressionnante. Pour autant, elle n'a rien saisi de cet effort, et on saisit pourquoi, lorsqu'on examine la seconde gravure, elle est déjà entrée dans le monde d'à côté, extatique ou au point d'oublier qu'un de ses bras s'attarde dans le monde dit réel. Et ce faisons semblant de Lewis Carroll, vous le prenez aussi, ce faisons semblant. Ça vous rappelle ce qu'on faisait tous étant enfants. C'est pour de faux. C'est pour de faux. Pour de vrai. J'ai fait ça, alors je raconte dans le livre que j'ai fait ça, mais vous avez tous fait ça. Et c'est pourquoi tout le monde a raison de dire, j'avais beaucoup d'imagination quand j'étais enfant, et ça s'est arrêté à un moment. Vous avez tous de l'imagination. Pour la même bonne raison que l'imagination, au jour le jour, est votre moyen de survie au même titre que la mémoire. C'est la même zone dans le cerveau. Elles sont connectées. Et quand vous avez une situation devant vous, vous sollicitez votre mémoire, pour résoudre la situation nouvelle. C'est connecté. C'est les jumeaux. Et donc, on vous ouvre dans le système scolaire, au bout d'un moment, dans l'excursus, effectivement, on ne vous demande plus d'inventer. Mais c'est pour ça que, pour moi, les études littéraires sont capitales pour les scientifiques, ils le disent d'ailleurs, parce que les scientifiques sont de grands imaginatifs. C'est pour ça qu'ils font professeur Nambus. Ils sont toujours à dire « et si ?» Oui, c'est comme ça. La fameuse expérience. C'est comme ça qu'on... Alors, expérience, pour le coup, ils vont vérifier si ça marche. Et quelquefois, ça ne marche pas, même assez souvent. Mais c'est comme ça qu'on trouve la gravité universelle, ou le radium, ou, je ne sais pas, la théorie de Quantum. C'est qu'à un moment, on dit « et si c'était pas comme on m'a dit ?» Vous voyez? Et donc, vous avez tous fait cette expérience. Moi, j'étais évidemment assez narratrice avec mes amis. Et un jour, je le raconte dans le texte, j'étais devenue tellement crédible dans mes « et si » que ça s'est terminé par un petit accident. Parce que quand vous inventez, il faut être crédible quand même. Même si vous racontez la guerre des mondes, je ne sais pas, le bureau des légendes, ou Asimov, vous voyez, création, enfin toute la science-fiction, il faut être crédible. C'est-à-dire que quand on écrit un texte de fiction, et ça se passe dans les librairies, une partie de l'histoire se passe dans les librairies, il faut que le lecteur entre dans le livre. Et vous qui êtes libraire, vous avez vécu ça. Vous pouvez arriver à un client potentiel qui dit « Donnez-moi un livre qui me plaise ». Vous le regardez, vous êtes psychologue, un libraire, c'est un grand psychologue, vous l'orientez vers un livre. Mettons que ce soit l'un des miens. Voilà. Et le lecteur, le lecteur embarque le livre, et non. Et je ne suis peut-être pas si bonne que ça. Donc il revient 2 jours après, ou 3 jours, et dit écoutez, ce livre d'Irène Frame, je ne suis pas rentrée dedans. J'ai du mal à rentrer dedans. J'ai du mal à rentrer dedans, parce que je n'ai pas été crédible. Et donc c'est la maison lire. C'est la maison lire. C'est-à-dire que là, on a tous cette fameuse maison écrire, mais aussi la maison lire qui a précédé la maison écrire. Et qu'est-ce que c'est que la maison lire? C'est une maison très exigeante aussi, parce que c'est votre, et alors c'est là qu'on revient à l'imagination, votre imagination, elle va fonctionner dans le blanc du texte. Et si elle ne rencontre pas la mienne qui a tracé du noir, ça ne fonctionne pas, et vous revenez
chez vous et dire ce livre est un train, je ne suis pas rentrée dedans. Et puis, imaginons que, bon, j'ai écrit un sublime livre, alors ils l'ont dérobé, ils vont revenir chez le libraire, hein, et vous allez revenir, vous allez dire à monsieur, je suis tout de suite rentrée dedans et je n'en suis pas sortie. Alors, comment on fait pour que l'auteur, là, rentre dedans et n'en sorte pas? Parce que